Alors j'ai un parcours assez classique en matière de formation juridique, hein, puisque j'ai étudié le droit à l'université Jean Moulin à Lyon 3, et ensuite j'ai eu la possibilité et le privilège de passer 2 années aux États-Unis, qui m'ont permis un peu de me confronter à la culture juridique anglo-saxonne, en particulier en matière de droit des affaires. Et à mon retour des États-Unis, donc j'ai poursuivi ma formation avec l'intégration de l'école de formation des avocats. Et je me suis immédiatement orienté vers les sujets liés aux technologies de l'information. À l'époque, on était en pleine bulle Internet, dans la fin des années 90, début 2000. Et ce qui m'a permis, lorsque j'ai rejoint le premier cabinet pour lequel j'ai travaillé, de me spécialiser très rapidement en matière de technologie de l'information, mais également de protection des données, aussi bien pour une clientèle française qu'européenne et américaine. Et dans mon parcours professionnel, j'ai eu une seconde opportunité d'aller justement me confronter à un autre système juridique, et en tout cas à un autre pays, puisque en 2004 et 2005, j'ai passé ces années-là à Pékin. Donc j'étais collaborateur d'un cabinet anglais pendant cette année et demie, et ce qui m'a permis également de travailler à la fois pour des clients français investissant en Chine, mais également de travailler, d'assister à certains groupes internationaux, y compris asiatiques, toujours dans le même domaine en matière de technologie, investissement, développement de solutions et protection des données, avec un aspect cybersécurité qui est devenu de plus en plus important depuis ces années. Alors, la recrudescence des attaques, elle s'explique par différentes raisons, en raison d'une part de la variété des acteurs, des motivations, et puis également en raison des circonstances exceptionnelles que l'on connaît depuis mars 2020, puisque la crise sanitaire a justement été un facteur de multiplication de ces attaques en raison de la situation de dépendance dans laquelle se trouvaient de nombreux acteurs du secteur privé et public, mais on va l'aborder plus en détail. Mais pour revenir un peu sur la typologie des attaques, on se rend compte que les cyberattaques en fait sont dictées par plusieurs motivations, plusieurs raisons. La principale, et je dirais la plus simple à expliquer, c'est l'appât du gain. Et c'est de permettre à un individu ou un groupe de personnes un peu plus organisées, sophistiquées, d'aller obtenir euh, ben, le paiement d'une somme. Donc de manière assez simple, on a la technique de l'hameçonnage qui permet, via l'envoi de mails, de collecter les informations comme des informations bancaires ou d'une carte bleue pour pouvoir ensuite l'utiliser et payer des produits grâce à cette collecte d'informations. On a également, comme tout le monde l'a vu malheureusement récemment, la technique un peu plus sophistiquée du rançongiciel qui permet justement, par l'intrusion dans un système d'information, d'aller paralyser intégralement le système informatique d'une société, de crypter les données et de demander en échange du décryptage de ces données le paiement d'une somme. Alors cette somme-là peut aller de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de millions de dollars, comme ce fut le cas avec les attaques récentes aux États-Unis. Donc je dirais que ça, c'est la première typologie d'attaque, c'est l'appât du gain essentiellement. Vous avez ensuite une autre typologie d'attaque, où là, on est en train de parler d'attaques sponsorisées ou diligentées par des États. Et donc là, l'objectif est de déstabiliser un régime ou un pays concurrent ou ennemi. Ce fut le cas aux États-Unis avec l'intervention russe durant la campagne américaine. Mais on a eu le même problème en France avec les Macron Leaks. Et donc ces attaques-là visent non pas je dirais, non pas un enjeu financier, mais plutôt de déstabiliser en particulier les régimes démocratiques. Et je dirais qu'il y a un troisième cas de cyberattaque, où là on est plus sur la désinformation, la manipulation d'informations. Et à nouveau, on est à la fois sur des motivations financières, mais également un objectif de déstabiliser soit un groupe privé ou un régime dans son ensemble. Alors, c'est une menace aujourd'hui, mais mon point de vue, c'est que cette menace-là ne doit pas empêcher l'évolution et le renforcement de la digitalisation de l'économie, pour plusieurs raisons. La première raison, on l'a vu en pleine crise sanitaire, sans le numérique, sans le télétravail,
les conséquences sur de nombreux pays en matière économique auraient été encore plus catastrophiques. Et on l'a bien vu grâce à ce travail à distance, même si ce travail à distance a permis une multiplication des attaques, parce que de manière assez mécanique, plus vous avez de personnes connectées sur Internet et plus les opportunités de s'introduire dans les ordinateurs, les systèmes d'information des personnes connectées sont nombreuses. Mais néanmoins, ça ne devrait pas être un frein à cette digitalisation, puisqu'on voit très bien que c'est une nécessité. Je pense que ça doit plutôt s'accompagner d'un renforcement des mesures de sécurité, d'une sensibilisation des personnes, parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup trop d'attaques qui ont pour origine une simple négligence, ne serait-ce qu'un mot de passe qui n'est pas suffisamment fort, ce qu'on appelle les doubles authentifications, on va demander l'introduction, l'utilisation de 2 mots de passe assez complexes, et c'est assez surprenant de voir que la plupart des attaques ou des pertes de données ont pour origine une négligence de la personne. Donc je pense que c'est le renforcement de l'économie digitale associé à un renforcement de la sécurité et une sensibilisation des personnes utilisatrices ou productrices de ces solutions. Alors c'est à la fois, je dirais, tous les niveaux que vous avez présentés. Le premier niveau, c'est au niveau, je dirais, du citoyen, de l'individu qui est utilisateur d'une solution, d'une application, et donc de faire en sorte que la personne soit un peu plus prudente. Il ne s'agit pas à nouveau d'essayer d'empêcher une cyberattaque sophistiquée, mais simplement de bien s'assurer que les outils sont bien verrouillés, bien protégés, ne pas laisser des équipements informatiques sans surveillance. Donc c'est un peu, je dirais, avoir une approche un peu plus prudente, plus protectrice des informations. Et donc ça c'est vraiment au niveau individuel, et ça, on ne peut pas l'imposer, il faut simplement sensibiliser les personnes. Au niveau du travail, ces mêmes personnes doivent faire très attention dans la manière dont elles utilisent et partagent les données de l'entreprise, parce que c'est à nouveau un facteur de perte, de valorisation de l'entreprise. Si jamais un secret des affaires est divulgué à un concurrent, je vous donner un exemple, hein, il suffit d'envoyer un document confidentiel via une messagerie privée qui ne serait pas suffisamment protégée pour que cette information confidentielle puisse facilement être accessible par un tiers qui ne serait pas autorisé. Donc là, c'est au niveau de l'entreprise, mais il y a également au niveau, je dirais, de l'employeur, un investissement qui est assez important. Malheureusement, on voit bien que pour les ETI ou les PME, ça représente un coût, mais malheureusement, c'est un investissement qui est absolument indispensable. Je vais vous donner à nouveau quelques exemples. Si l'entreprise aujourd'hui n'assure pas une mise à jour de ces systèmes d'information, des logiciels qu'elle utilise, il faut savoir que ces mises à jour ne sont pas là pour améliorer la performance d'un outil. La plupart des mises à jour qui sont recommandées, voire imposées par les éditeurs, ont pour objectif de renforcer la sécurité des applications. Si les entreprises ne payent pas cette maintenance ou oublient d'assurer cette mise à jour, c'est une double peine qui sera la conséquence de cette absence de mise à jour. La double peine parce que déjà d'une part, la sécurité ne sera pas renforcée, et d'autre part, en ne le faisant pas, elles pourraient se rendre responsables vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de personnes tierces, de cette perte d'information parce qu'elles n'auront pas justement renforcé leur niveau de sécurité. Donc ça, c'est au niveau de l'entreprise, mais également toute une série, je le disais tout à l'heure, de formation, de sensibilisation, d'investissement de nouveaux outils pour assurer la sécurité. Et au niveau étatique, au niveau même de l'Union européenne, il y a déjà des initiatives. On est déjà dans, je dirais que par rapport à d'autres régimes juridiques ou d'autres États comme les États-Unis ou l'Asie, l'Europe dispose d'un arsenal législatif assez performant en matière de protection des données, de cybersécurité. Malheureusement, je dirais qu'il a tendance un peu trop à se concentrer sur les victimes en renforçant leurs obligations. Aujourd'hui, une société en France ou en Europe qui est victime d'une cyberattaque doit notifier cette cyberattaque aux autorités, avec la crainte associée de se dire déjà avoir mauvaise presse et mauvaise réputation parce que l'entreprise aura communiqué sur cette cyberattaque, et éventuellement être sanctionnée par des autorités de contrôle. Donc je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire en Europe pour accompagner les sociétés
et éviter qu'elles ne soient sanctionnées en raison justement d'une faille de sécurité, mais de les sensibiliser et de mettre à leur disposition des outils. C'est le cas en France. On a l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est là pour produire des recommandations pour l'ensemble des acteurs économiques français, mais également pour intervenir et protéger, conseiller les opérateurs d'importance vitale, qui sont des opérateurs, je dirais, stratégiques pour l'économie française, afin soit d'empêcher les cyberattaques ou de faire en sorte que les conséquences de la cyberattaque soient minimisées. Donc, et enfin, je dirais que au niveau européen, Thierry Breton lui a lancé une grande initiative qui est la stratégie digitale de l'Europe, et elle s'accompagne de plusieurs aspects pour renforcer l'indépendance de l'Europe en matière numérique, mais également renforcer la protection de ses données, y compris en matière de cybersécurité.